Bonjour. Nous sommes ici en présence d'un chaitya qui est en soi un des motifs les plus présents dans le vocabulaire iconographique et dans le vocabulaire architectural bouddhique. Cet élément est originaire de l'ancien empire Pala, actuel Bihar, mais également Bangladesh, sur lequel s'est étalé et a prospéré un empire conséquent dont nous allons dire un mot. Vous voyez, cet objet, relativement petit par sa forme, était un ex-voto, ce que l'on généralement présentait ou édifiait à la suite d'un mécénat, aux environs même d'un stupa, un lieu saint, qui est rappelé en miniature par cette forme, qui devait accueillir les reliques du Bouddha. Le terme même de chaitya signifie tumulus ou reliquaire. Et en effet, et selon la légende, après le décès du Bouddha Shakyamuni, ses restes, son corps, a été dispersé et a fait l'objet d'un véritable commerce. L'équivalent de l'ancien marché de l'art était un marché des reliques. Et à l'époque, au VIe siècle, tous les rois qui vont se convertir au bouddhisme vont tenter de ramener un morceau de la croix chez eux en édifiant au Sri Lanka, en Birmanie, et à chaque édification d'un empire s'accompagnait l'édification d'un stupa. On a parmi eux, je pense notamment à Pagan, des stupas majeurs, que ce soit à Borobudur ou au Népal, à Swayambhunath, on retrouve systématiquement cette même forme archétypale, composée en partie basse d'un mehdi, c'est-à-dire la base, qui est normalement circulaire et qui est censée accueillir la partie intermédiaire, dont vous voyez ici les développements, toujours bombés, puisqu'il s'agissait de reprendre la forme des tumuli initiaux, monuments funéraires archaïques, ancestrales, qui étaient présents dans toutes les cultures ariennes notamment. Et cette partie s'intitule Landa, ou le Bomba chez les Tibétains. Et la partie supérieure, entrecoupée d'un édicule cubique, était surmontée de parasols, signifiant la sainteté du lieu et également les degrés qui permettent d'atteindre l'éveil. Et les différents concepts attachés à la présence de ce monument sont multiples. On a en son centre, et on le voit encore, il y a une cavité, la hampe, qui permettait de relier ces différents étages de parasols. Pour ce qui est du vocabulaire iconographique que l'on retrouve sur chacune des faces, vous voyez en cette partie un des personnages les plus intrigants, puisque en sa partie abdominale, il lui manque volontairement une partie du corps. Il était initialement aménagé, une cavité, et il était prévu comme tel de pouvoir déposer un joyau, puisqu'il s'agit de Ratnasambhava, dont le nom même symbolise cette assimilation, Ratnasambhava signifiant le porteur de joyau. Il était représenté avec une main en Varadamudra tournée vers le sud. Ses pieds sont également joints en asana du lotus Padmasana, la plante des pieds tournée vers le ciel. Chacune des parties est pourvue de niches dans lesquelles sont représentés les différents Tathagata, les différents Bouddhas de sagesse, qui sont au nombre de 4, 5 dans le Vajrayana, 4 dans le Mahayana, qui prospère sous les Palas. On a également ici, avec le geste de prise à témoin de la terre, Akshobhya, l'invulnérable. Sur cette face-ci, vous retrouvez la cavité que nous évoquions tout à l'heure pour accueillir les reliques. Il s'agissait vraisemblablement pas uniquement des reliques du Bouddha, mais de la présence d'un petit dépôt de fondation, ce qui explique que les pilleurs se sont peut-être saisis de cette portion pour récupérer le butin. Juste au-dessus, celui qui le protège et nous contemple aujourd'hui est Amoghasiddhi, le Bouddha du Nord, dont l'incarnation verte et le terme Amoghasiddhi signifie succès efficace, représente un des aspects du Bouddha dans sa quintessence. Lui-même était représenté en Vitarka Mudra, un geste exécuté par le Bouddha dans son vocabulaire pour signifier l'argumentation. Vous avez sur la dernière face la représentation d'un des Bouddhas les plus importants. Il s'agit d'Amitabha, le Bouddha de l'Ouest, et qui lui était représenté en geste de méditation Dhyana Mudra. Le nombre de ces stupas est extrêmement important sous le règne des Palas.
empire qui va se développer dans des périodes postérieures au Gupta et dont on récupère pour la stylistique et la plastique décor bon nombre des influences. Cet empire est donc formé au 8e siècle, après une période trouble, la période de justice qu'on appelle la justice des poissons, puisque les grands viennent à manger les petits, mais il est dit que les souverains Palas vont être parmi les premiers grands mécènes qui vont accompagner la diffusion du bouddhisme dans les périodes intermédiaires moyenâgeuses du 8e au 12e siècle et vont porter un culte extrêmement important qui s'exprime notamment par la fondation de monastères majeurs, Nalanda et Mahestan pour les sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et vont entraîner la création et la diffusion d'un bouddhisme mahayanique. Le mécénat des familles royales et commerçantes va durablement enrichir l'art votif et permettre l'apparition de ces somptueux monuments funéraires de petite taille, dont on a ici un très bel exemple. Rares sont les monuments et les chaitya accessibles sur le marché de l'art de nos jours. Je pense qu'il est à bon droit nécessaire que les musées puissent s'en enrichir. Et c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous en offrir un exemple somptueux aujourd'hui. Il faut peut-être conclure sur la beauté manifeste des éléments ornementatifs de ce stupa votif, où vous retrouvez en effet l'inclusion de tout un vocabulaire végétal extrêmement délié, très élaboré, très développé, et qui participe de l'animation de ce stupa, pourtant ramassé et pourtant concentré avec la superbe et la beauté de l'art Pala dont on ne se lasse absolument pas. Je vous remercie de votre attention.